Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis encore ravie de vous rencontrer sur cette plateforme très intéressante, Qaraya fi Ddar. Avant de commencer, j'aimerais vivement remercier encore et encore mes amis qui sont bien évidemment en fait tout le temps garants de cette relation maintenue, entretenue entre vous et nous, mais également en fait garant de cette qualité bien évidemment d'échange et de partage sur lequel nous sommes engagés les uns et les autres. Nous sommes engagés à partager, vous êtes engagés aussi à partager avec nous et c'est extraordinaire. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même vous souhaiter alors, dans la continuité un peu éventuellement en fait de tous mes partages avec vous depuis le départ. Donc aujourd'hui, j'ai choisi que l'on justement en fait que l'on parle d'une thématique fort importante et fort intéressante, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le ou un peu c'est-à-dire dans nos journées un peu de tous les jours. C'est bien évidemment en fait la CNV, ce qu'on appelle un peu dans le jargon, ou alors la communication non violente. Voilà. Alors donc on se posera la question qu'est-ce qu'on veut dire par la communication non violente? Alors pour commencer, la communication non violente est un concept qui a été créé par Marshall Rosenberg. Alors Marshall Rosenberg était un psychanalyste, un clinicien, et puis au fait passé des années éventuellement dans cette discipline. Alors il a fait le choix de s'arrêter. Il avait dit par lui-même que justement en fait à un moment donné, il pensait que le fait de dire à quelqu'un que vous êtes schizophrène, que vous êtes hystérique, que vous êtes bipolaire, ça ne l'aidait en rien finalement en fait de changer le fait de savoir. Et du coup, il a changé d'orientation. Il est passé de la psychanalyse justement en fait clinicienne vers un peu cette discipline que nomme aujourd'hui la psychologie humaniste. Voilà, ou la psychologie humaine. Alors donc, étant finalement dans ce levier-là et bien sûr dans ce volet-là, il a bien évidemment en fait créé le concept de la communication non violente. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la communication non violente? Alors, c'est le langage verbal, bien sûr, mais également, bien sûr, non verbal, et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Voilà. Ça veut dire que c'est un peu cette aptitude que nous avons à parler à l'autre avec bienveillance. C'est ça la communication non violente. C'est un peu cette aptitude que nous avons à parler à l'autre, à s'adresser à l'autre avec bienveillance. Et en s'adressant à l'autre avec bienveillance, on lui donne également, bien évidemment, en fait, on l'inspire et on lui donne également, si vous voulez, un peu l'envie de s'adresser à nous avec bienveillance. C'est ça, justement, en fait, la communication non violente. Voilà. Alors, mon rapport avec la communication violente dans un partage éventuellement, en fait, bonjour Hanan, bonjour mon ami, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, mon rapport avec, avant de parler de la communication non violente, je vais un peu, justement, en fait, vous parler de mon rapport avec la communication non violente. Ça revient un peu éventuellement à certaines années, hein, c'est-à-dire passées, où justement en fait j'avais peut-être un comportement voilà qui n'est pas on va dire très très agréable avec justement en fait une personne qui comptait pour moi et que cette personne en fait elle a fait le choix un jour de venir me rencontrer et puis de se mettre devant moi en face de moi et puis quand elle s'est mise devant moi en fait elle m'a parlé de tous ses sentiments. Au fait, les sentiments que je stimule en elle, de par mon comportement et mon attitude vis-à-vis d'elle. Et donc, elle a fait le vide. Elle m'a parlé de tous ces sentiments, les sentiments que j'enclenchais en elle, qui peut-être bien en fait étaient entre la frustration, la colère parfois, la déception autrefois. Et donc, mais elle m'a parlé de tous ces sentiments-là, de tous ces sentiments. Et donc, moi, quand je l'ai entendu me parler de ces sentiments, c'est là où j'ai compris l'impact de cette communication bienveillante et de cette communication non violente dans la vie de tous les jours, dans nos relations et dans nos vies à nous également. Et donc, c'est là où c'était finalement en fait mon premier contact dans la vie avec la communication non violente. Franchement, justement en fait, dans cet esprit-là.
Alors, et de là, donc, il y a eu mon intérêt éventuellement, en fait, pour la communication non violente. C'est un outil de communication. Pour la définir, c'est d'abord un outil de communication qui permet la transmission de l'information entre les individus. C'est aussi un outil de communication qui est principalement verbal. Il y a du non-verbal, mais c'est beaucoup plus le verbal qui nous intéresse dans la communication violente, non violente. C'est beaucoup plus éventuellement en fait le verbal. Alors elle est principalement verbale et puis elle permet, si on l'adopte, elle permet la résolution de plusieurs conflits, bien évidemment, desquels on pourrait systématiquement peut-être bien en fait voilà souffrir dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors le processus de la communication non violente nous permet de d'abord repérer ce qui, dans notre manière de penser et de communiquer, bloque. Elle nous permet de faire une prise de conscience personnelle. Une prise de conscience personnelle par rapport à notre façon de parler, par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre façon de communiquer. Et qu'est-ce que, dans notre manière de parler et de communiquer, bloque avec les autres? Ou au contraire, qu'est-ce qui facilite la communication avec l'autre et désamorce les conflits? Voilà. Donc ça, c'est le premier, bien sûr, objectif. Le deuxième, elle permet de développer nos capacités à clarifier ce que nous vivons et à exprimer des demandes claires aux uns et aux autres. Plusieurs fois, notre communication, elle peut s'avérer assez agressive, assez toxique, parce que nous demandons des choses aux autres, mais on ne leur demande pas verbalement, on ne leur parle pas éventuellement. Et du coup, on s'attend à ce que cette personne puisse deviner ce qu'on attend d'elle ou ce qu'on lui demande. Et puis quand elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui demande réellement, ben systématiquement, la réaction ne répond pas à nos attentes. Et puis là, ça crée un sentiment de frustration, de colère ou de tristesse. Et systématiquement, on commence à répondre à cette personne à travers ce sentiment-là. Parce que justement, en fait, on a été incapable de lui faire une demande et de lui dire de façon claire et nette qu'est-ce qu'on attend d'elle, qu'est-ce qu'on attend de cette personne. Et comme elle a été incapable, bien évidemment, en fait, de deviner ce qu'on attendait d'elle, ben, systématiquement, elle a réagi de façon spontanée. Ben, cette réaction, bien évidemment, elle a créé la frustration chez nous, nous qui avons des attentes chez elle. Et ben, notre façon de lui parler, elle va être agressive, elle pourrait être justement, en fait, toxique ou autre. Voilà. Et puis, troisièmement, c'est apprendre à décoder l'agressivité de manière à rétablir ou à instaurer un dialogue où chacun pourrait en être reconnu. C'est extraordinaire. Et donc, on va un peu aborder cette façon de parler avec l'autre, bien évidemment, qui va être plutôt sans agressivité. Et puis, ça va être un dialogue, un échange dans lequel chacun se reconnaît, dans lequel moi, je me reconnais quand je parle avec les autres, parce que je suis dans l'alignement avec ma personnalité, avec bien sûr mes valeurs et avec mon identité, et dans lequel l'autre aussi se reconnaît quand je parle à lui, parce que notre façon de parler ensemble, elle est dans l'alignement également avec son identité à lui, avec ses valeurs à lui, et avec bien évidemment en fait c'est voilà donc sa façon bien sûr finalement de se projeter en communication. Voilà. Et donc ce sont là les trois grands objectifs de la communication non violente. C'est d'accord avec moi pour dire que justement en fait nous sommes tous désireux d'avoir ce type de communication, que ça émane de nous ou que ça émane des autres, et que systématiquement en fait voilà, c'est-à-dire c'est une bonne méthode bien sûr de communiquer. Alors on me demande la méthode, madame, je me demande, oui, j'y arrive, hein, j'y arrive. Alors tout de suite, je vois que vous êtes tous un peu impatients, donc beaucoup me disent comment. Alors donc, systématiquement, voilà, les 4 étapes de la CNV, ou ce qu'on appelle les 4 étapes de la communication non violente, je les partage tout de suite avec vous. Alors, la méthode, bien sûr, ou les étapes de la CNV, c'est ce qu'on appelle éventuellement OSBD. Alors, je commence par la première étape, c'est l'observation. Observer. Quand je dis observer, c'est observer sans évaluer. D'accord? Alors, dites-vous bien que notre, bien sûr, espace mental, ou notre schéma, bien sûr, mental, il a été, pendant toute notre vie, programmé à jamais observer sans évaluer, ou jamais observer sans juger. Ça veut dire que quand on observe un phénomène, on l'évalue, on le juge de façon instantanée, spontanée et inconsciente. Parce que notre espace mental, il a été ancré et programmé
bien évidemment, à ce type de comportement, à ce réflexe, au fait. Alors donc, systématiquement, ce qui existe dans notre espace mental, ce sont les jugements, bien évidemment. Ce qui existe encore dans notre espace mental, ce sont les étiquettes. Rapide, on voit un phénomène, on voit quelque chose, et oups, on lui colle dessus une étiquette. Voilà. Bon, une personne, elle vient une seule fois en retard, elle n'est pas sérieuse. Systématique. Voilà. Une personne, elle fait une erreur dans un dossier une seule fois, elle est incompétente. Une personne, peut-être bien, elle n'a pas dit la vérité une seule fois, elle est menteuse. C'est-à-dire que notre espace mental, il est plein de jugements, il est plein d'étiquettes. C'est-à-dire qu'on a éventuellement cette, j'ai envie de dire, ce choix instantané et inconscient vers, bien sûr, le jugement et l'évaluation. Alors, autre chose, les préjugés et les a priori. Notre espace mental, il est plein de préjugés et d'a priori. Absolument. Parce qu'elle a été ancrée comme ça. Ça veut dire que tu as, par exemple, une personne qui, bien sûr, je ne sais pas, en fait, elle peut faire quelque chose, et puis systématiquement, on va la préjuger, ou alors un a priori. Donc, franchement, on part du principe qu'on connaît bien la personne mieux qu'elle se connaisse elle-même, et qu'on est capable, bien évidemment, en fait, de prononcer un jugement sur cette personne. Voilà, vous avez complètement raison, les clichés, donc comme dit Nabil El-Bahri. Voilà, donc les clichés, ça veut dire c'est plein de clichés et du coup, elle peut te parler franchement, sincèrement, mais non, tu n'y crois pas parce que toi, tu es sûr et certain que les choses se sont déroulées de cette façon, mais pas de la façon telle qu'elle l'exprime elle-même. Et donc, justement, les a priori et les préjugements, les clichés aussi. Et puis, justement, en fait, le langage déresponsabilisant. Ben, on le dit, nous, hein. Le verre est tombé. C'est pas j'ai fait tomber le verre. Par exemple, le train est parti. Et on dira pas j'ai raté le train. Par exemple, ça s'est cassé. Mais on dira jamais j'ai cassé le verre. Et du coup, au fait, on a un langage qui est déresponsabilisant. Ça aussi, c'est ancré dans notre espace mental depuis notre petite enfance. Alors, nos environnements, tout à fait, c'est l'iceberg. Alors, nos environnements, bien évidemment, nos modèles avec lesquels nous avons grandi, au fait, nos expériences, bien sûr, par lesquelles nous sommes passés, ils ont fait que on a systématiquement développé un système de représentation qui est individuel. Et puis, ce système de représentation, comme il le dit Abdelaziz ici, il est biaisé. Justement, il est biaisé par nos perceptions personnelles, il est biaisé par nos références personnelles qui ne sont pas systématiquement en fait des modèles. Et du coup, quand j'observe un phénomène, je n'arrive jamais à l'observer de façon qui soit objective. Tout le temps, mon observation, elle est biaisée par mon système de représentation. Et le système de représentation, il est composé de tous ces éléments, bien sûr, dont je viens de parler. Et donc, la première étape de la CNV, c'est être capable d'observer, mais sans juger. Observer sans évaluer. Je donne un exemple. Tu as un adolescent à la maison et que justement, en fait, il est tout le temps, bien sûr, connecté sur Facebook. Voilà, je prendrai Facebook comme on est sur Facebook. Alors donc, la maman, elle vient et bien sûr, elle voit qu'il est sur Facebook et puis elle dit et toi, comme tous les jours, tu es sur alors comme tous les jours, tu es encore sur Facebook. Voilà. Alors dire comme tous les jours, tu es encore sur Facebook, ce n'est pas une observation, c'est une évaluation. Si je veux observer, j'allais dire, alors depuis 9 h du matin jusqu'à 18 h, et tu es sur Facebook. Ou alors j'ai constaté que tu es sur Facebook depuis 9 h du matin jusqu'à quand même 18 h. Ou alors j'ai observé que tu es sur Facebook depuis 9 h jusqu'à bien midi. Voilà. Et donc, donner une observation sans systématiquement y mettre un jugement ou alors une évaluation. Quand je dis, comme toujours, encore sur Facebook, là, je l'ai jugé, je l'ai évalué. Et donc, ce n'est pas une observation. Alors, deuxième élément dans le processus CNV, c'est bien sûr dire son sentiment. En disant « je ». Je dis mon sentiment en disant « je me sens triste ». Je me sens frustrée. Je suis en colère. C'est-à-dire quand j'observe un phénomène de façon objective, après je devrais parler du sentiment qu'il enclenche en moi, mais avec le « je » exprimé. Et le sentiment, je l'exprime de façon authentique et sincère. Alors, c'est là
on passe de l'espace mental vers l'espace sentiment. Alors, de quoi est composé l'espace sentiment? On a vu que l'espace mental était composé de tout ce qui est représentation. Maintenant, on va voir l'espace sentiment. Alors, le sentiment, c'est comme un voyant lumineux sur un tableau de bord. Il nous indique d'une fonction intérieure ou n'est pas remplie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une fonction dans mon tableau de bord qui n'est pas remplie. J'attendais qu'elle soit remplie, mais là, elle n'est pas remplie. C'est ça le sentiment. Ça veut dire que le sentiment en lui-même, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est le renseignement qu'il me donne sur le besoin que j'ai et qui n'est pas assouvi. Et donc, cessons de réagir à partir de nos sentiments, parce que nos sentiments, ils ne sont que les baromètres qui nous indiquent qu'il y a une frustration d'un besoin. Et du coup, au lieu de focaliser sur le sentiment, il faut aller focaliser sur le besoin qui n'a pas été assouvi et qui a enclenché le sentiment. Et donc, ne jamais réagir du sentiment. Mais quand il y a le sentiment, il faut être capable d'interroger le sentiment et d'aller voir quel est le besoin derrière qui n'a pas été assouvi. Parce que le sentiment, ce n'est que le tableau de bord de notre espace sentimental. Et puis, il y a une lumière qui devait allumer, mais qui ne s'est pas allumée. Maintenant, c'est ça le sentiment. Quand elle ne s'est pas allumée, je vais aller fouiller derrière pour voir quel est le visible qui ne marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il ne s'allume pas? Et du coup, quel a été le besoin non assouvi qui, bien sûr, il a créé le sentiment. Et du coup, le sentiment, ce n'est qu'un baromètre qui renseigne sur le besoin. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur le sentiment. Le sentiment, c'est un indicateur de mesure qui me permettrait de mesurer, bien évidemment, un besoin non assouvi. Donc, inutile de réagir à partir de mon sentiment. Inutile d'avoir la tête, bien sûr, complètement concentrée sur mon sentiment. Et inutile de donner beaucoup d'importance à mon sentiment parce qu'il n'est que l'indicateur qui va enclencher le processus mental qui va me permettre cette fois-ci de me poser la bonne question qui est quel est mon besoin qui n'a pas été assouvi? Et donc, exprimer son besoin. Voilà. Donc, au lieu d'exprimer son sentiment, hein, c'est bien sûr aller exprimer le besoin, justement, en fait, qui est derrière. Voilà. Donc, sans parler, bien évidemment, en fait, voilà, c'est-à-dire de l'action, bien sûr. Alors, le besoin. Alors, si nous nous coupons de nos besoins, quelqu'un en paiera le prix, nous-mêmes ou l'autre. C'est systématique. Si je ne réponds pas à mes besoins, je vais en payer le prix, moi, sur le plan psycho-affectif, ou alors quelqu'un d'autre va en payer le prix, qui est en relation avec moi, parce que je serai son persécuteur, ou bien je vais avoir une communication violente avec lui. De toutes les façons, tout besoin non exprimé et tout besoin non assouvi, on va le payer. Le payer de nous-mêmes, sur moi, en termes, bien sûr, comme je dis, de plusieurs, bien sûr, troubles psycho-affectifs, ou alors, c'est la personne qui est avec moi dans cette relation et j'attendais qu'elle puisse répondre à mon besoin et comme elle n'était pas au courant, elle l'a pas fait, elle va bien sûr le payer aussi parce que j'aurai une communication violente avec elle, je serai c'est-à-dire son persécuteur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut exprimer le besoin, bien évidemment. Quel est mon besoin? Maintenant, une maman qui dit à son fils, comme toujours, tu es encore sur Facebook, à votre avis, quel est le besoin qu'elle a finalement et qui n'est pas assouvi? Quel est le besoin qui prend plus d'espace chez elle et que bien évidemment, en fait, il n'est pas assouvi, selon vous? Ça pourrait être plusieurs besoins. Ça pourrait être le besoin de sécurité. Ça veut dire que pour elle, son fils, parce qu'il est tout le temps sur Facebook, ça veut dire qu'il n'est pas sur ses études et du coup, elle a peur pour sa sécurité, bien évidemment, en fait, dans l'avenir. Et du coup, c'est le besoin de sécurité qui est non assouvi. C'est peut-être bien, en fait, voilà, donc ce rapport de reconnaissance entre elle et lui, ce besoin de reconnaissance. Ça veut dire, c'est sa mère, elle lui parle, mais quand elle lui parle, finalement, il n'y a pas un lien de reconnaissance entre elle et lui, et du coup, il ne considère pas ce qu'elle raconte. Et du coup, c'est le besoin de reconnaissance. C'est bien, en fait, en tant que mère, qui, bien sûr, aujourd'hui, n'en a assouvi et qui a créé, bien sûr, cette frustration. Voilà. Et donc, une maman qui dira à son fils, tu es encore sur Facebook, donc l'observation n'a pas été faite de façon objective,
Le sentiment, elle va le dire avec le temps de la colère ou le temps de la tristesse. Voilà. Et de 3, le besoin qui n'a pas été assouvi, c'est le besoin de sécurité ou peut-être le besoin de reconnaissance ou alors un autre besoin. Voilà. Et donc, là, elle aurait pu justement en fait parler de façon plus sereine et objective en disant, par exemple, j'ai quand même constaté que depuis 9 heures à 13 heures de la journée, tu es sur Facebook. Je me sens déçue par ce comportement que tu as. Et en troisième position, pour parler bien sûr de son besoin, elle pourrait lui dire tout simplement, j'ai besoin que tu sois, quand même que tu t'intéresses à tes études, ou alors que tu puisses intégrer, c'est bien en fait, du temps pour tes études. Elle lui parle de ses besoins, de son besoin systématiquement. Et puis, par la suite, elle passera à la quatrième étape qui est la demande. Ce qu'on appelle la demande. C'est demander à l'autre, mais sans exiger. Demander une action de soi ou de l'autre, mais sans exiger. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exigence. C'est une demande. La demande, elle a toutes les chances d'être entendue lorsqu'elle est active et positive, consciente et explicite. Donc, elle doit être active. Ça veut dire quoi active? Ça veut dire la demande doit comporter une action, une demande d'action. C'est-à-dire, je pourrais dire à mon fils, ben voilà, en termes de demande, je pourrais dire, alors, penses-tu, est-ce que tu pourrais partager avec moi quelle est la planification que tu as pour ta journée? Est-ce que tu peux partager? Je ne dis pas partage avec moi la planification de ta journée. Pas du tout. Ce n'est pas une exigence, c'est une demande. Est-ce que ça te dirait de partager avec moi ton planning de la journée? Est-ce que ça ne te dérangerait pas de partager avec moi ton planning de la journée? Voilà. C'est-à-dire c'est une demande d'une action qui va me rassurer, moi, qui aujourd'hui j'ai un besoin de sécurité avec mon fils qui n'est pas assouvi. Bon, maintenant, je vais demander une action. Ce que j'attends de lui, c'est ça. Je vais aller sur une petite action, pas de grandes actions qu'il ne pourrait jamais, bien sûr, nous donner, mais plutôt des petites actions. N'oublie pas le principe des PPPPP, ça veut dire petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et je demande, justement, est-ce que ça ne te dérangerait pas de partager avec moi ton planning? Est-ce que ça te dirait de partager avec moi ton planning? Si cela ne te dérange pas, j'aimerais bien partager avec toi ton planning. Voilà, et donc c'est une demande. Voilà. Alors, la demande, elle doit être active, donc elle doit comporter une action claire. Elle doit être positive. Vous avez vu que ma façon de demander un planning, c'est positif et c'est bienveillant. Elle doit être consciente. Ça veut dire que je sais ce que j'attends de lui et je lui dis de façon explicite et authentique. Il n'y a pas bien sûr de sous-entendu, il n'y a pas de non-dit. Après, je vais me dire, il n'a qu'à comprendre finalement, mais il est suffisamment intelligent pour comprendre. Non, non, c'est explicite. C'est franchement direct, quoi. Direct, quand je le dis. Et elle doit être simple, claire et précise. Voilà, c'est ça éventuellement en fait la demande. C'est comme ça qu'elle doit être exprimée, même avec bien sûr nos enfants et puis systématiquement partout dans la vie professionnelle ou ailleurs. Donc demander, c'est donner une action, agir soi-même ou demander à l'autre une action, mais sans exiger, je le dis et je le répète. Voilà. Alors ainsi se sentent ça, bien évidemment, en fait, les étapes de la communication non violente. Par exemple, si j'ai à partager, bien sûr, en fait, je ne sais pas, un cas, ou des cas éventuellement pour mieux comprendre. Alors donc, on a par exemple une personne, par exemple, qui pourrait dire dans le milieu professionnel, tu es en retard, c'est toujours la même chose avec toi, on ne peut jamais compter sur toi. Voilà, tu as une personne, elle vient en retard, et là, tu as une personne qui vient. Alors, tu es en retard, de toute façon avec toi, c'est toujours comme ça, on ne peut jamais compter sur toi. C'est de la communication violente, vous êtes d'accord avec moi? C'est violent, c'est violent. Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça selon la méthode CNV? Regardez comment je vais le dire. On avait rendez-vous à 8h30 et il est 9h45. Observation. Deuxièmement, je me sens fâchée et inquiète. Sentiment. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, d'être rassurée sur le fait que je pourrais compter sur toi à l'avenir. Besoin. Est-ce que tu serais d'accord pour m'en parler maintenant? Demande. Voilà. C'est ça le process. Observation, sentiment, besoin et demande sans exiger. Je prends un deuxième exemple. Bon, quelqu'un peut-être bien en fait qui a fait un travail et puis qui l'a mal fait. On pourrait lui dire dans le boulot,
Tu es nul, tu n'arriveras jamais, tu es un fichu, bon à rien. Ah ça, systématiquement, on peut le dire même à nos enfants, hein. Rapide. Tu fais une erreur, tu fais sans toi, tu es nul, tu n'arriveras jamais, tu n'arriveras jamais à rien. Pac. Voilà. Ça, c'est une communication violente. C'est violent. Il y a un préjugement, il y a un jugement, c'est violent. Non. Alors, on va essayer de dire ça, le sens de cette phrase, on va le dire selon le process de la communication non violente. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner d'abord l'observation. Étape 1. Quand je lis ton rapport scolaire et que je vois tes notes, 5 sur 10 en maths, ou alors 6 sur 10 en chimie, observation. J'observe les notes. Je ne dis pas que tu es nul. Voilà, je donne les notes. 5 sur 10 en maths, ou alors 6 sur 10 en chimie. Maintenant, le sentiment. Je suis vraiment très inquiète. J'exprime mon sentiment. Alors, quand je vois tes notes en mathématiques 5 sur 10 et en chimie 6 sur 10, je suis vraiment inquiète. Observation. Et je parle de mon sentiment à moi. Je suis inquiète. Troisièmement, le besoin. J'ai besoin d'être rassurée, de voir que tu perçois le sens qu'il y a à étudier ces matières et que tu trouves du plaisir à apprendre. Parce que c'est le besoin que j'ai. Tu l'exprimes mon besoin de façon authentique, claire et authentique. Et enfin, je vais vers la demande. Qu'est-ce que j'attends de lui? La demande, sans exiger. Et je voulais savoir si tu serais d'accord pour que nous prenions le temps d'en parler. Demande, mais sans exigence. Vous voyez? C'est bienveillant, c'est très objectif, c'est serein et ça met en valeur la prédisposition à écouter l'autre, à construire avec lui, mais pas à détruire. Parce que quand nous sommes sur des messages où il y a du jugement, où il y a bien sûr la transposation, on transpose nos représentations, il y a de la destruction des relations. On détruit les relations. Maintenant, quand nous sommes dans le processus de la CNV et quand on suit les étapes de la CNV, nous sommes en train de construire des relations. Et bien évidemment, il y a de la logique, il y a de l'objectivité, il y a de l'accueil, voilà. Il y a la responsabilité par rapport à ses sentiments. Il y a le fait d'assumer son sentiment. Et bien sûr, il y a le fait d'assumer, bien sûr, son besoin. Voilà. Il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute active. C'est extraordinaire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on réponde à la question. Voilà. Pourquoi je ne sais pas exprimer mon besoin? Parce que ça, c'est un peu le problème de tous. Ben oui, parce que les gens, ils s'arrêtent sur le sentiment, mais ils n'expriment pas le besoin. Maintenant, pourquoi je n'arrive pas à exprimer mon besoin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis notre petite enfance, je l'avais dit tout à l'heure, nous avons appris beaucoup de mots, éventuellement, en fait, pour parler. Pour parler de l'histoire, pour parler de la géographie, pour parler des mathématiques, pour parler de la science, de la littérature. On a plein de mots qui nous parlent de tout ça et on sait parler de tout ça. Mais on ne nous a jamais éduqués, élevés à développer des mots pour parler de notre vie intérieure. On ne sait pas parler de notre vie intérieure. On sait parler des maths, on sait parler de la géographie, on sait parler de la science, on sait parler de la littérature. Notre vie intérieure, on ne sait pas en parler. On sait la vivre en silence. On sait l'opprimer en silence, mais on ne sait pas en parler. On ne nous a pas élevés à faire ça. Alors, on a entendu plein en fait de messages depuis qu'on était petit. Fais ce que maman t'a dit. Range ta chambre. Il n'y a que des demandes. Il n'y a que des demandes qui émanent systématiquement d'un jugement, mais où jamais le besoin il n'a été exprimé. Jamais. Dis bonjour à la dame. Obéis à ton père. Sois gentil avec ta sœur. Bref, fais ce qu'on attend de toi, mais ne fais jamais ce dont tu as besoin. Fais ce que maman attend de toi, mais ne fais pas ce dont toi tu as besoin. Fais ce dont le prof attend de toi, mais ne fais jamais ce dont toi tu as besoin. Fais ce que, je ne sais pas moi, le voisin attend de toi, mais ne fais jamais ce dont toi tu as besoin. Fais ce que ta sœur attend de toi, mais ne fais pas ce dont toi tu as besoin. Et du coup, nous avons appris à comprendre ce qu'attend notre mère de nous, ce qu'attend notre père de nous, ce qu'attend peut-être bien en fait notre voisin de nous, ce qu'attend le prof de nous, mais on n'a pas appris à nous questionner intérieurement et à savoir ce dont nous on a besoin. Voilà.
Ce dont moi j'en ai besoin, ça je ne connais pas. J'ai pas développé le lexique, j'ai pas développé le vocabulaire, je n'ai pas les mots pour l'exprimer, je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Et combien de fois vous dites à quelqu'un qu'est-ce que tu as, on le dit un peu بالعربية مالك, تيقول لك ما عرفتش. Il faut déjà arriver de parler avec des gens, il est un peu tristouné, il a un sentiment. Il vient te dire ça va. Maintenant, c'est quand tu as créé la connexion. Parce que Marshall le dit, la connexion avant l'éducation. Je ne peux pas éduquer mon fils quand j'ai pas créé la connexion avec mon fils. Il n'y a pas d'éducation sans connexion. Et du coup, je ne peux pas éduquer mon fils quand j'ai pas créé la connexion avec mon fils. La connexion, c'est la communication non violente, c'est la CNV. Voilà. Et du coup, je ne peux pas. Avant de commencer, j'aimerais vivement remercier encore et encore mes amis qui sont bien évidemment en fait tout le temps garants de cette relation maintenue, entretenue entre vous et nous. Mais également en fait garant de cette qualité bien évidemment d'échange et de partage sur lequel nous sommes engagés les uns et les autres. Nous sommes engagés à partager, vous êtes engagés aussi à partager avec nous et c'est extraordinaire. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même vous souhaiter alors dans la continuité un peu éventuellement en fait de tous mes partages avec vous depuis le départ. Donc aujourd'hui j'ai choisi que l'on justement en fait que l'on parle d'une thématique fort importante et fort intéressante, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le ou un peu c'est-à-dire dans nos journées un peu de tous les jours. C'est bien évidemment en fait la CNV, ce qu'on appelle un peu dans le jargon, ou alors la communication non violente. Voilà. Alors donc on se posera la question qu'est-ce qu'on veut dire par la communication non violente? Alors pour commencer, la communication non violente est un concept qui a été créé par Marshall Rosenberg. Alors, Marshall Rosenberg était un psychanalyste, un clinicien, et puis, au fait, passé des années éventuellement dans cette discipline. Alors, il a fait le choix de s'arrêter. Il avait dit par lui-même que justement, en fait, à un moment donné, il pensait que le fait de dire à quelqu'un que vous êtes schizophrène, que vous êtes hystérique, que vous êtes bipolaire, ça ne l'aidait en rien finalement en fait de changer le fait de le savoir. Et du coup, il a changé d'orientation. Il est passé de la psychanalyse justement en fait clinicienne vers un peu cette discipline que nomme aujourd'hui la psychologie humaniste. Voilà, ou la psychologie humaine. Alors donc, étant finalement dans ce levier-là et bien sûr dans ce volet-là, il a bien évidemment en fait créé le concept de la communication non violente. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la communication non violente? Alors, c'est le langage verbal, bien sûr, mais également, bien sûr, non verbal, et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Voilà. Ça veut dire que c'est un peu cette aptitude que nous avons à parler à l'autre avec bienveillance. C'est ça la communication non violente. C'est un peu cette aptitude que nous avons à parler à l'autre, à s'adresser à l'autre avec bienveillance. Et en s'adressant à l'autre avec bienveillance, on lui donne également, bien évidemment, en fait, on l'inspire et on lui donne également, si vous voulez, un peu l'envie de s'adresser à nous avec bienveillance. C'est ça, justement, en fait, la communication non violente. Voilà. Alors, mon rapport avec la communication violente dans un partage éventuellement, en fait, bonjour Hanan, bonjour mon ami, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, mon rapport avec, avant de parler de la communication non violente, je vais un peu justement en fait vous parler de mon rapport avec la communication non violente. Ça revient un peu éventuellement à certaines années, hein, c'est-à-dire passées, où justement en fait j'avais peut-être un comportement, voilà, qui n'est pas, on va dire, très très agréable avec justement en fait une personne qui comptait pour moi et que cette personne, en fait, elle a fait le choix un jour de venir me rencontrer et puis de se mettre devant moi, en face de moi. Et puis quand elle s'est mise devant moi, en fait, elle m'a parlé de tous ses sentiments, au fait, les sentiments que je stimule en elle de par mon comportement et mon attitude vis-à-vis d'elle. Et donc, elle a fait le vide. Elle m'a parlé de tous ses sentiments
les sentiments que j'enclenchais en elle, qui peut-être bien en fait étaient entre la frustration, la colère parfois, la déception autrefois. Et donc, mais elle m'a parlé de tous ces sentiments-là, de tous ces sentiments. Et donc, moi, quand je l'ai entendu me parler de ces sentiments, c'est là où j'ai compris l'impact de cette communication bienveillante et de cette communication non violente dans la vie de tous les jours, dans nos relations et dans nos vies à nous également. Et donc, c'est là où c'était finalement en fait mon premier contact dans la vie avec la communication non violente. Franchement, justement en fait, dans cet esprit-là. Alors, et de là, donc il y a eu mon intérêt éventuellement en fait pour la communication non violente. C'est un outil de communication. Pour la définir, c'est d'abord un outil de communication qui permet la transmission de l'information entre les individus. C'est aussi un outil de communication qui est principalement verbal. Il y a du non-verbal, mais c'est beaucoup plus le verbal qui nous intéresse dans la communication non violente. C'est beaucoup plus éventuellement en fait le verbal. Alors elle est principalement verbale et puis elle permet, si on l'adopte, elle permet la résolution de plusieurs conflits, bien évidemment, desquels on pourrait systématiquement peut-être bien en fait voilà souffrir dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors le processus de la communication non violente nous permet de d'abord repérer ce qui, dans notre manière de penser et de communiquer, bloque. Elle nous permet de faire une prise de conscience personnelle. Une prise de conscience personnelle par rapport à notre façon de parler, par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre façon de communiquer. Et qu'est-ce que, dans notre manière de parler et de communiquer, bloque avec les autres? Ou au contraire, qu'est-ce qui facilite la communication avec l'autre et désamorce les conflits? Voilà, donc ça c'est le premier bien sûr objectif. Le deuxième, elle permet de développer nos capacités à clarifier ce que nous vivons et à exprimer des demandes claires aux uns et aux autres. Plusieurs fois, notre communication, elle peut s'avérer assez agressive, assez toxique, parce que nous demandons des choses aux autres, mais on ne leur demande pas verbalement, on ne leur parle pas éventuellement. Et du coup, on s'attend à ce que cette personne puisse deviner ce qu'on attend d'elle ou ce qu'on lui demande. Et puis quand elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui demande réellement, ben systématiquement, la réaction ne répond pas à nos attentes. Et puis là, ça crée un sentiment de frustration, de colère ou de tristesse. Et systématiquement, on commence à répondre à cette personne à travers ce sentiment-là. Parce que justement, en fait, on a été incapable de lui faire une demande et de lui dire de façon claire et nette qu'est-ce qu'on attend d'elle, qu'est-ce qu'on attend de cette personne. Et comme elle a été incapable, bien évidemment, en fait, de deviner ce qu'on attendait d'elle, ben, systématiquement, elle a réagi de façon spontanée. Ben, cette réaction, bien évidemment, elle a créé la frustration chez nous, nous qui avons des attentes chez elle. Et ben, notre façon de lui parler, elle va être agressive, elle pourrait être justement en fait toxique ou autre. Voilà. Et puis, troisièmement, c'est apprendre à décoder l'agressivité de manière à rétablir ou à instaurer un dialogue où chacun pourrait en être reconnu. C'est extraordinaire. Et donc, on va un peu aborder cette façon de parler avec l'autre, bien évidemment, qui va être plutôt sans agressivité. Et puis, ça va être un dialogue, un échange dans lequel chacun se reconnaît, dans lequel moi, je me reconnais quand je parle avec les autres, parce que je suis dans l'alignement avec ma personnalité, avec bien sûr mes valeurs et avec mon identité, et dans lequel l'autre aussi se reconnaît quand je parle à lui, parce que notre façon de parler ensemble, elle est dans l'alignement également avec son identité à lui, avec ses valeurs à lui, et avec bien évidemment en fait c'est voilà donc sa façon bien sûr finalement de se projeter en communication. Voilà. Et donc ce sont là les trois grands objectifs de la communication non violente. C'est d'accord avec moi pour dire que justement en fait nous sommes tous désireux d'avoir ce type de communication, que ça émane de nous ou que ça émane des autres. Et que systématiquement, en fait, voilà, c'est-à-dire, c'est une bonne méthode, bien sûr, de communiquer. Alors, on me demande la méthode, madame, je me demande, oui, j'y arrive, hein, j'y arrive. Alors, tout de suite, je vois que vous êtes tous un peu impatients, donc beaucoup me disent comment. Alors donc, systématiquement, voilà, les 4 étapes de la CNV, ou ce qu'on appelle les 4 étapes de la communication non violente, je les partage tout de suite avec vous. Alors, la méthode, bien sûr, ou les étapes de la CNV, c'est ce qu'on appelle éventuellement OSBD. Alors, je commence par la première étape.
c'est l'observation. Observer. Quand je dis observer, c'est observer sans évaluer. D'accord? Alors, dites-vous bien que notre, bien sûr, espace mental, ou notre schéma, bien sûr, mental, il a été, pendant toute notre vie, programmé à jamais observer sans évaluer, ou jamais observer sans juger. Ça veut dire que quand on observe un phénomène, on l'évalue, on le juge de façon instantanée, spontanée et inconsciente. Parce que notre espace mental, il a été ancré et programmé, bien évidemment, à ce type de comportement, à ce réflexe, au fait. Alors donc, systématiquement, ce qui existe dans notre espace mental, ce sont les jugements, bien évidemment. Ce qui existe encore dans notre espace mental, ce sont les étiquettes. Rapide, on voit un phénomène, on voit quelque chose, et oups, on lui colle dessus une étiquette. Voilà. Bon, une personne, elle vient une seule fois en retard, elle n'est pas sérieuse. Systématique. Voilà. Une personne, elle fait une erreur dans un dossier une seule fois, elle est incompétente. Une personne, peut-être bien, elle n'a pas dit la vérité une seule fois, elle est menteuse. C'est-à-dire que notre espace mental, il est plein de jugements, il est plein d'étiquettes. C'est-à-dire qu'on a éventuellement cette, j'ai envie de dire, ce choix instantané et inconscient vers, bien sûr, le jugement et l'évaluation. Alors, autre chose, les préjugés et les a priori. Notre espace mental, il est plein de préjugés et d'a priori. Absolument. Parce qu'elle a été ancrée comme ça. Ça veut dire que tu as, par exemple, une personne qui, bien sûr, je ne sais pas, en fait, elle peut faire quelque chose, et puis systématiquement, on va la préjuger, ou alors un a priori. Donc, franchement, on part du principe qu'on connaît bien la personne mieux qu'elle se connaisse elle-même, et qu'on est capable, bien évidemment, en fait, de prononcer un jugement sur cette personne. Voilà, vous avez complètement raison, les clichés, donc comme dit Nabil El-Bahri. Voilà, donc les clichés, ça veut dire c'est plein de clichés, et du coup, elle peut te parler franchement, sincèrement, mais non, tu n'y crois pas, parce que toi, tu es sûr et certain que les choses se sont déroulées de cette façon, mais pas de la façon telle qu'elle l'exprime elle-même. Et donc, justement, les a priori et les préjugements, les clichés aussi. Et puis, justement, en fait, le langage déresponsabilisant. Ben, on le dit, nous, hein, le verre est tombé. C'est pas j'ai fait tomber le verre. Par exemple, le train est parti. Et on dira pas j'ai raté le train. Par exemple, ça s'est cassé. Mais on dira jamais j'ai cassé le verre. Et du coup, au fait, on a un langage qui est déresponsabilisant. Ça aussi, c'est ancré dans notre espace mental depuis notre petite enfance. Alors, nos environnements, tout à fait, c'est l'iceberg. Alors, nos environnements, bien évidemment, nos modèles avec lesquels nous avons grandi, au fait, nos expériences, bien sûr, par lesquelles nous sommes passés, ils ont fait que on a systématiquement développé un système de représentation qui est individuel. Et puis, ce système de représentation, comme il le dit Abdelaziz ici, il est biaisé. Justement, il est biaisé par nos perceptions personnelles, il est biaisé par nos références personnelles qui ne sont pas systématiquement en fait des modèles. Et du coup, quand j'observe un phénomène, je n'arrive jamais à l'observer de façon qui soit objective. Tout le temps, mon observation, elle est biaisée par mon système de représentation. Et le système de représentation, il est composé de tous ces éléments, bien sûr, dont je viens de parler. Et donc, la première étape de la CNV, c'est être capable d'observer, mais sans juger. Observer sans évaluer. Je donne un exemple. Tu as un adolescent à la maison et que justement, en fait, il est tout le temps, bien sûr, connecté sur Facebook. Voilà, je prendrai Facebook comme on est sur Facebook. Alors donc, la maman, elle vient et bien sûr, elle voit qu'il est sur Facebook et puis elle dit et toi, comme tous les jours, tu es sur alors comme tous les jours, tu es encore sur Facebook. Voilà. Alors dire comme tous les jours, tu es encore sur Facebook, ce n'est pas une observation, c'est une évaluation. Si je veux observer, j'allais dire, alors depuis 9 h du matin jusqu'à 18 h, et tu es sur Facebook. Ou alors j'ai constaté que tu es sur Facebook depuis 9 h du matin jusqu'à quand même 18 h. Ou alors j'ai observé que tu es sur Facebook depuis 9 h jusqu'à bien midi. Voilà. Et donc, donner une observation sans systématiquement y mettre un jugement ou alors une évaluation.
quand je dis, comme toujours, encore sur Facebook, là, je l'ai jugé, je l'ai évalué. Et donc, ce n'est pas une observation. Alors, deuxième élément dans le processus CNV, c'est bien sûr dire son sentiment en disant « je ». Je dis mon sentiment en disant « je me sens triste, je me sens frustrée, je suis en colère ». C'est-à-dire quand j'observe un phénomène de façon objective, après je devrais parler du sentiment qu'il enclenche en moi, mais avec le « je » exprimé. Et le sentiment, je l'exprime de façon authentique et sincère. Alors, c'est là, on passe de l'espace mental vers l'espace sentiment. Alors, de quoi est composé l'espace sentiment? On a vu que l'espace mental était composé de tout ce qui est représentation. Maintenant, on va voir l'espace sentiment. Alors, le sentiment, c'est comme un voyant lumineux sur un tableau de bord. Il nous indique d'une fonction intérieure ou n'est pas remplie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une fonction dans mon tableau de bord qui n'est pas remplie. J'attendais qu'elle soit remplie, mais là, elle n'est pas remplie. C'est ça le sentiment. Ça veut dire que le sentiment en lui-même, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est le renseignement qu'il me donne sur le besoin que j'ai et qui n'est pas assouvi. Et donc, cessons de réagir à partir de nos sentiments, parce que nos sentiments, ils ne sont que les baromètres qui nous indiquent qu'il y a une frustration d'un besoin. Et du coup, au lieu de focaliser sur le sentiment, il faut aller focaliser sur le besoin qui n'a pas été assouvi et qui a enclenché le sentiment. Et donc, ne jamais réagir du sentiment. Mais quand il y a le sentiment, il faut être capable d'interroger le sentiment et d'aller voir quel est le besoin derrière qui n'a pas été assouvi. Parce que le sentiment, ce n'est que le tableau de bord de notre espace sentimental. Et puis, il y a une lumière qui devait allumer, mais qui ne s'est pas allumée. Maintenant, c'est ça le sentiment. Quand elle ne s'est pas allumée, je vais aller fouiller derrière pour voir quel est le visible qui ne marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il ne s'allume pas? Et du coup, quel a été le besoin non assouvi qui, bien sûr, il a créé le sentiment. Et du coup, le sentiment, ce n'est qu'un baromètre qui renseigne sur le besoin. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur le sentiment. Le sentiment, c'est un indicateur de mesure qui me permettrait de mesurer, bien évidemment, un besoin non assouvi. Donc, inutile de réagir à partir de mon sentiment. Inutile d'avoir la tête, bien sûr, complètement concentrée sur mon sentiment. Et inutile de donner beaucoup d'importance à mon sentiment parce qu'il n'est que l'indicateur qui va enclencher le processus mental qui va me permettre cette fois-ci de me poser la bonne question qui est quel est mon besoin qui n'a pas été assouvi? Et donc, exprimer son besoin. Voilà. Donc, au lieu d'exprimer son sentiment, c'est bien sûr aller exprimer le besoin, justement, en fait, qui est derrière. Voilà. Donc, sans parler, bien évidemment, en fait, voilà, c'est-à-dire de l'action, bien sûr. Alors, le besoin. Alors, si nous nous coupons de nos besoins, quelqu'un en paiera le prix, nous-mêmes ou l'autre. C'est systématique. Si je ne réponds pas à mes besoins, je vais en payer le prix, moi, sur le plan psycho-affectif, ou alors quelqu'un d'autre va en payer le prix, qui est en relation avec moi, parce que je serai son persécuteur, ou bien je vais avoir une communication violente avec lui. De toutes les façons, tout besoin non exprimé et tout besoin non assouvi, on va le payer. Le payer de nous-mêmes, sur moi, en termes, bien sûr, comme je dis, de plusieurs, bien sûr, troubles psycho-affectifs, ou alors, c'est la personne qui est avec moi dans cette relation et j'attendais qu'elle puisse répondre à mon besoin et comme elle n'était pas au courant, elle l'a pas fait, elle va bien sûr le payer aussi parce que j'aurai une communication violente avec elle, je serai c'est-à-dire son persécuteur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut exprimer le besoin, bien évidemment. Quel est mon besoin? Maintenant, une maman qui dit à son fils, comme toujours, tu es encore sur Facebook, à votre avis, quel est le besoin qu'elle a finalement et qui n'est pas assouvi? Quel est le besoin qui prend plus d'espace chez elle et que bien évidemment, en fait, il n'est pas assouvi, selon vous? Ça pourrait être plusieurs besoins. Ça pourrait être le besoin de sécurité. Ça veut dire que pour elle, son fils, parce qu'il est tout le temps sur Facebook,
Ça veut dire qu'il n'est pas sur ses études. Et du coup, elle a peur pour sa sécurité, bien évidemment, en fait, dans l'avenir. Et du coup, c'est le besoin de sécurité qui est non assouvi. C'est peut-être bien, en fait, voilà, donc, ce rapport de reconnaissance entre elle et lui, ce besoin de reconnaissance. Ça veut dire, c'est sa mère, elle lui parle, mais quand elle lui parle, finalement, il n'y a pas un lien de reconnaissance entre elle et lui, et du coup, il ne considère pas ce qu'elle raconte. Et du coup, c'est le besoin de reconnaissance. C'est bien, en fait, en tant que mère, qui, bien sûr, aujourd'hui, n'en a souvi et qui a créé, bien sûr, cette frustration. Voilà. Et donc, une maman qui dira à son fils, tu es encore sur Facebook, donc l'observation n'a pas été faite de façon objective. Le sentiment, elle va le dire avec le temps de la colère ou le temps de la tristesse. Voilà. Et de trois, le besoin qui n'a pas été assouvi, c'est le besoin de sécurité ou peut-être le besoin de reconnaissance ou alors un autre besoin. Voilà. Et donc, là, elle aurait pu justement en fait parler de façon plus sereine et objective en disant, par exemple, j'ai quand même constaté que depuis 9 heures à 13 heures de la journée, tu es sur Facebook. Je me sens déçue par ce comportement que tu as. Et en troisième position, pour parler bien sûr de son besoin, elle pourrait lui dire tout simplement, j'ai besoin que tu sois, quand même que tu t'intéresses à tes études, ou alors que tu puisses intégrer, c'est bien en fait, du temps pour tes études. Elle lui parle de ses besoins, de son besoin systématiquement. Et puis, par la suite, elle passera à la quatrième étape qui est la demande. Ce qu'on appelle la demande. C'est demander à l'autre, mais sans exiger. Demander une action de soi ou de l'autre, mais sans exiger. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exigence. C'est une demande. La demande, elle a toutes les chances d'être entendue lorsqu'elle est active et positive, consciente et explicite. Donc, elle doit être active. Ça veut dire quoi active? Ça veut dire la demande doit comporter une action, une demande d'action. C'est-à-dire, je pourrais dire à mon fils, ben voilà, en termes de demande, je pourrais dire, alors, penses-tu, est-ce que tu pourrais partager avec moi quelle est la planification que tu as pour ta journée? Est-ce que tu peux partager? Je ne dis pas partage avec moi la planification de ta journée. Pas du tout. Ce n'est pas une exigence, c'est une demande. Est-ce que ça te dirait de partager avec moi ton planning de la journée? Est-ce que ça ne te dérangerait pas de partager avec moi ton planning de la journée? Voilà. C'est-à-dire c'est une demande d'une action qui va me rassurer, moi, qui aujourd'hui j'ai un besoin de sécurité avec mon fils qui n'est pas assouvi. Bon, maintenant, je vais demander une action. Ce que j'attends de lui, c'est ça. Je vais aller sur une petite action, pas de grandes actions qu'il ne pourrait jamais, bien sûr, nous donner, mais plutôt des petites actions. N'oublie pas le principe des PPPPP, ça veut dire petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et je demande, justement, est-ce que ça ne te dérangerait pas de partager avec moi ton planning? Est-ce que ça te dirait de partager avec moi ton planning? Si cela ne te dérange pas, j'aimerais bien partager avec toi ton planning. Voilà, et donc c'est une demande. Voilà. Alors, la demande, elle doit être active, donc elle doit comporter une action claire. Elle doit être positive. Vous avez vu que ma façon de demander un planning, c'est positif et c'est bienveillant. Elle doit être consciente. Ça veut dire que je sais ce que j'attends de lui et je lui dis de façon explicite et authentique. Il n'y a pas bien sûr de sous-entendu, il n'y a pas de non-dit. Après, je vais me dire, il n'a qu'à comprendre finalement, mais il est suffisamment intelligent pour comprendre. Non, non, c'est explicite. C'est franchement direct, quoi. Direct, quand je le dis. Et elle doit être simple, claire et précise. Voilà, c'est ça éventuellement en fait la demande. C'est comme ça qu'elle doit être exprimée, même avec bien sûr nos enfants et puis systématiquement partout dans la vie professionnelle ou ailleurs. Donc demander, c'est donner une action, agir soi-même ou demander à l'autre une action, mais sans exiger, je le dis et je le répète. Voilà. Alors ainsi, ce sont ça bien évidemment en fait les étapes de la communication non violente. Par exemple, si j'ai à partager bien sûr en fait je ne sais pas un cas, ou des cas éventuellement pour mieux comprendre. Alors donc, on a par exemple une personne, par exemple, qui pourrait dire dans le milieu professionnel, tu es en retard, c'est toujours la même chose avec toi, on ne peut jamais compter sur toi. Voilà, tu as une personne, elle vient en retard, et là, tu as une personne qui vient. Alors, tu es en retard, de toute façon avec toi, c'est toujours comme ça, on ne peut jamais compter sur toi. C'est de la communication violente, vous êtes d'accord avec moi? C'est violent, c'est violent. Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça selon la méthode CNV? Regardez comment je vais le dire.
On avait rendez-vous à 8h30 et il est 9h45. Observation. Deuxièmement, je me sens fâchée et inquiète. Sentiment. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, d'être rassurée sur le fait que je pourrai compter sur toi à l'avenir. Besoin. Est-ce que tu serais d'accord pour m'en parler maintenant? Demande. Voilà. C'est ça le process. Observation, sentiment, besoin et demande sans exiger. Je prends un deuxième exemple. Bon, quelqu'un peut-être bien en fait qui a fait un travail et puis qui l'a mal fait. On pourrait lui dire dans le boulot, tu es nul, tu n'arriveras jamais, tu es un fichu, bon à rien. Ah ça, systématiquement, on peut le dire même à nos enfants, hein. Rapide. Tu fais une erreur, de toute façon, toi, tu es nul, tu n'arriveras jamais, tu n'arriveras jamais à rien. Pac. Voilà. Ça, c'est une communication violente. C'est violent. Il y a un préjugement, il y a un jugement, c'est violent. Non. Alors, on va essayer de dire ça, le sens de cette phrase, on va le dire selon le process de la communication non violente. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner d'abord l'observation. Étape 1. Quand je lis ton rapport scolaire et que je vois tes notes, 5 sur 10 en maths, ou alors 6 sur 10 en chimie, observation. J'observe les notes. Je ne dis pas que tu es nul. Voilà, je donne les notes. 5 sur 10 en maths, ou alors 6 sur 10 en chimie. Maintenant, le sentiment. Je suis vraiment très inquiète. J'exprime mon sentiment. Alors, quand je vois tes notes en mathématiques 5 sur 10 et en chimie 6 sur 10, je suis vraiment inquiète. Observation. Et je parle de mon sentiment à moi. Je suis inquiète. Troisièmement, le besoin. J'ai besoin d'être rassurée, de voir que tu perçois le sens qu'il y a à étudier ces matières et que tu trouves du plaisir à apprendre. Parce que c'est le besoin que j'ai. Tu l'exprimes mon besoin de façon authentique, claire et authentique. Et enfin, je vais vers la demande. Qu'est-ce que j'attends de lui? La demande, sans exiger. Et je voulais savoir si tu serais d'accord pour que nous prenions le temps d'en parler. Demande, mais sans exigence. Vous voyez? C'est bienveillant, c'est très objectif, c'est serein et ça met en valeur la prédisposition à écouter l'autre, à construire avec lui, mais pas à détruire. Parce que quand nous sommes sur des messages où il y a du jugement, où il y a bien sûr la transposation, on transpose nos représentations, il y a de la destruction des relations. On détruit les relations. Maintenant, quand nous sommes dans le processus de la CNV et quand on suit les étapes de la CNV, nous sommes en train de construire des relations. Et bien évidemment, il y a de la logique, il y a de l'objectivité, il y a de l'accueil, voilà. Il y a la responsabilité par rapport à ses sentiments, il y a le fait d'assumer son sentiment, et bien sûr, il y a le fait d'assumer, bien sûr, son besoin, voilà. Il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute active. C'est extraordinaire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on réponde à la question. Voilà. Pourquoi je ne sais pas exprimer mon besoin? Parce que ça, c'est un peu le problème de tous. Ben oui, parce que les gens, ils s'arrêtent sur le sentiment, mais ils n'expriment pas le besoin. Maintenant, pourquoi je n'arrive pas à exprimer mon besoin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis notre petite enfance, je l'avais dit tout à l'heure, nous avons appris beaucoup de mots, éventuellement, en fait, pour parler. Pour parler de l'histoire, pour parler de la géographie, pour parler des mathématiques, pour parler de la science, de la littérature. On a plein de mots qui nous parlent de tout ça et on sait parler de tout ça. Mais on ne nous a jamais éduqués, élevés à développer des mots pour parler de notre vie intérieure. On ne sait pas parler de notre vie intérieure. On sait parler des maths, on sait parler de la géographie, on sait parler de la science, on sait parler de la littérature. Notre vie intérieure, on ne sait pas en parler. On sait la vivre en silence. On sait l'opprimer en silence. Mais on ne sait pas en parler. On ne nous a pas élevés à faire ça. Alors, on a entendu plein en fait de messages depuis qu'on était petit. Fais ce que maman t'a dit. Range ta chambre. Il n'y a que des demandes. Il n'y a que des demandes qui émanent systématiquement d'un jugement, mais où jamais le besoin il n'a été exprimé. Jamais. Dis bonjour à la dame. Obéis à ton père. Sois gentil avec ta sœur. Bref, fais ce qu'on attend de toi, mais ne fais jamais ce dont tu as besoin.
Fais ce que maman attend de toi, mais ne fais pas ce dont toi tu as besoin. Fais ce dont le prof attend de toi, mais ne fais jamais ce dont toi tu as besoin. Fais ce que, je ne sais pas moi, le voisin attend de toi, mais ne fais jamais ce dont toi tu as besoin. Fais ce que ta sœur attend de toi, mais ne fais pas ce dont toi tu as besoin. Et du coup, nous avons appris à comprendre ce qu'attend notre mère de nous, ce qu'attend notre père de nous, ce qu'attend peut-être bien en fait notre voisin de nous, ce qu'attend le prof de nous, mais on n'a pas appris à nous questionner intérieurement et à savoir ce dont nous, on a besoin. Voilà. Ce dont moi, j'en ai besoin, ça, je ne connais pas. Je n'ai pas développé le lexique, je n'ai pas développé le vocabulaire, je n'ai pas les mots pour l'exprimer, je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Et combien de fois vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? On le dit un peu بالعربية مالك تيقول لك ما عرفتش. Il faut déjà arriver de parler avec des gens, il est un peu tristouné, il a un sentiment. Il vient te dire ça va. Maintenant, c'est quand tu as créé ici la connexion. Parce que Marshall le dit, la connexion avant l'éducation. Je ne peux pas éduquer mon fils quand j'ai pas créé la connexion avec mon fils. Il n'y a pas d'éducation sans connexion. Et du coup, je ne peux pas éduquer mon fils quand j'ai pas créé la connexion avec mon fils. La connexion, c'est la communication non violente, c'est la CNV. Voilà. Et du coup, je ne peux pas